Après avoir rencontré le président de la République française Emmanuel Macron et avoir étroitement collaboré avec des figures ministérielles comme Elisabeth Borne, il fallait absolument que je recrée ces conversations avec ceux qui incarnent le mieux la richesse de la diversité française. On m'a souvent répété que j'avais un parcours incroyable, mais sociologiquement, moi je suis une anomalie statistique. J'ai décidé de créer mon propre cadre et d'imposer en fait les sujets qui m'intéressaient, à savoir la lutte contre le racisme et les discriminations, la lutte contre les déterminismes sociaux. La population française, elle est plurielle et aujourd'hui, on doit l'accepter. Des idées, du réel, de l'impact. Je m'appelle Lilia Twill, je suis juriste de formation, spécialisée en droit international et européen et en droit de la propriété intellectuelle. Parallèlement au droit, je suis engagée auprès d'associations qui agissent au niveau national et international et je suis aussi la présidente fondatrice de l'association We Legacy. We Legacy, c'est un projet associatif qui crée des conversations autour de la notion d'héritage parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas savoir où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient. Alors, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans un cadre où j'ai très tôt questionné mon identité et ma légitimité. Parce que venir de là d'où je viens, c'est-à-dire de Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune, mais aussi le plus pauvre de France métropolitaine, c'est connaître des situations qui nous questionnent en permanence sur notre identité, à cause d'un nom, d'un prénom, d'une religion, réelle ou supposée. Et donc, très tôt, on questionne qui on est, et c'est très violent. Et donc, moi, en grandissant, j'ai eu un sentiment d'indignation. J'étais révoltée. Je comprenais pas pourquoi je vivais certaines situations. Mais petit à petit, j'ai appris à faire de la frustration et de l'indignation un moteur. Donc j'ai décidé pour commencer de faire du droit. Je me suis dit que j'allais étudier le système pour essayer de changer les choses et de défendre les personnes qui vivaient des situations similaires à la mienne. Ensuite, je me suis spécialisée en droit international parce que je voulais comprendre pourquoi on rejetait la diversité culturelle et j'ai voulu comprendre l'altérité des systèmes qui composent le monde. Et après, je me suis respécialisée en droit de la propriété intellectuelle et du numérique parce que c'est par le numérique que j'ai pu m'engager et parce que le numérique permet de démocratiser des espaces auxquels on n'a pas accès quand on vient de quartiers populaires du 93. Et donc, ça m'a donné accès à des enceintes de haut niveau. Donc, j'ai commencé à rencontrer des décideurs pour les sensibiliser aux causes qui me tenaient à cœur, l'éducation, la solidarité internationale, la justice sociale. Et peu à peu, j'ai eu des opportunités de porter la voix des causes qui me tenaient à cœur dans les ministères français, à l'Assemblée nationale, à Matignon, à l'UNESCO, au Parlement européen et en septembre 2024 à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à New York. Et quand je suis arrivée à ce stade-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de mon parcours un exemple, un modèle. On m'a souvent répété que j'avais un parcours incroyable, mais sociologiquement, moi, je suis une anomalie statistique. C'est-à-dire que de par l'endroit d'où je viens, le milieu modeste, mes origines socio-économiques, je ne suis pas censée être là. En tout cas, c'est pas ce à quoi j'étais destinée. Mais à force d'y croire, à force de rencontres, grâce à mes parents aussi, je me suis convaincue que c'était possible. Donc j'ai tout fait pour y arriver. Et à force de porter la voix de causes qui me tiennent à cœur et que je porte encore aujourd'hui, j'ai décidé de créer mon propre cadre et d'imposer en fait les sujets qui m'intéressaient, à savoir la lutte contre le racisme et les discriminations, la lutte contre les déterminismes sociaux, porter la conviction que l'endroit d'où l'on vient ne devrait jamais déterminer nos chances de réussite dans la vie, parce que la population française, elle est plurielle et aujourd'hui, on doit l'accepter. Je pense qu'il faut se poser la question de l'origine de l'engagement. En ce qui me concerne, c'était une indignation, un sentiment de révolte, d'incompréhension, de l'injustice vécue, de l'inégalité des chances qu'on a quand on vient de certains milieux par rapport à d'autres. Et quand on comprend que ce que l'on vit, c'est pas personnel, mais c'est profondément structurel, je pense que ça change la donne. Et l'enjeu, en tout cas pour ma part, c'est de fédérer. Quand j'ai compris que ce que je vivais, c'était pas personnel, mais c'était structurel, et que j'ai compris aussi que c'était vécu par d'autres personnes, je me suis dit qu'il fallait absolument fédérer. C'est-à-dire que c'est un beau parcours, c'est un parcours qui a du mérite, c'est un parcours dont je suis fière, mais c'est un parcours qui, pour moi, n'a de sens que s'il permet de changer les choses. Et on change les choses quand on a un projet collectif. Et donc, je pense qu'il faut faire de l'indignation un moteur et surtout dénoncer en fait ce qui nourrit cette indignation, c'est-à-dire la violence dans laquelle on baigne au quotidien, qu'elle soit économique, symbolique, sociale, la violence des propos qui nous concernent, la violence de la stigmatisation dont on fait l'objet à travers les discours politiques et médiatiques. C'est ça qui devient un carburant et qui nous pousse à changer les choses pour plus qu'on dise ça de nous. Après, c'est pas simple, c'est pas naturel, c'est pas instinctif de convertir
la frustration et l'indignation en un engagement. Et je pense que c'est le but de mes projets, de ce projet-là, c'est d'expliquer en fait qu'on est tous et toutes le produit d'une histoire qui n'est certes pas enseignée, mais qui est légitime. Et à partir de ce moment-là, on peut mieux comprendre notre rôle citoyen, prendre son rôle dans la société et se dépasser. Dépasser les plafonds de verre, lutter contre le syndrome de l'imposteur, supprimer l'autocensure et être pleinement qui l'on mérite d'être. Je pense que les obstacles sont nombreux et c'est pas parce qu'on arrive à un certain degré d'engagement avec des responsabilités, pas parce qu'on représente la France et l'Union européenne à l'UNESCO, au Parlement européen, à l'Élysée ou à l'Assemblée générale des Nations unies que les obstacles et les doutes s'effacent. Au contraire, ils grandissent avec l'ampleur de la tâche. Donc il y a déjà un premier obstacle qui tient aux doutes personnels, au syndrome de l'imposteur et à tout ce qu'on peut avoir quand on vient d'un milieu modeste où on n'est pas habitué à voir des personnes de nos origines socio-économiques tout simplement. Donc il faut accepter, il faut se dire qu'on a notre place, il faut se dire qu'on est légitime et ça c'est un travail permanent. Donc c'est un obstacle. Je dirais ensuite que les principaux obstacles dans le monde associatif et dans l'entrepreneuriat. Donc moi je viens du monde associatif et j'entreprends depuis un moment, mais les codes ne sont pas les mêmes. J'ai remarqué que dans le monde associatif et dans le monde de l'entrepreneuriat, il y avait une place qui était accordée à l'humain qui était très grande et c'est ça qui permet de connecter avec les gens, de faire des rencontres parce que les projets viennent souvent d'un manque qu'on a ressenti dans notre trajectoire et donc on a voulu créer une solution mais l'émotionnel, l'humain, bien que ce soit important et fondamental et je le souligne, c'est pas ce qui permet de mener un projet de A à Z, que dans un monde capitaliste il faut des financements et donc il faut savoir convaincre et parfois voilà, il y a des projets où des financeurs vont manipuler certaines valeurs ou vouloir mettre en avant un certain type de personnes, un quota, une case à cocher. Et parfois, il faut composer avec les implications du marché économique sans se compromettre. Et ça, c'est un obstacle qu'il faut gérer quotidiennement. Je pense que c'est une très bonne question. La charge émotionnelle dans l'engagement, c'est un sujet qu'on n'adresse pas assez. Et ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques temps, Militer à tout prix, qui a été écrit par Sarah Durieux, qui est militante et qui a travaillé pour Change.org, la plateforme de pétition. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais on porte beaucoup les sujets sur lesquels je m'engage. La lutte contre le racisme et les discriminations, c'est des sujets qui sont profondément intimes, qui touchent à notre identité dans ses composantes les plus intimes, les origines socio-économiques, l'héritage culturel. Et autant la passion est là parce qu'il y a des attaches, il y a des ancrages. Moi, je relie ça à des parties de ma vie, à des personnes que j'ai rencontrées, à des personnes de mon entourage. Et donc, ça compte beaucoup, mais ça détruit aussi. Et je pense qu'il faut créer des espaces de pause, des espaces où on s'arrête, parce qu'on ne peut pas changer le monde et on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. C'est bateau, mais c'est important de se le rappeler. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de faire des pauses, de réfléchir à ce qu'on fait, de prendre soin de soi, surtout dans une actualité qui est de plus en plus grave, des questions en fait qui sont douloureusement actuelles. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent à cause de leurs origines, à cause de leur confession, c'est vraiment des sujets qui nous atteignent, mais il faut savoir faire la part des choses et ça nous rappelle aussi pourquoi on est engagé. En tout cas, moi, à titre personnel, j'essaie de me rappeler ça, de prendre des pauses et de me dire que quand même, malgré les difficultés, malgré des origines modestes et malgré plein de choses dont on a manqué, je sais que je suis privilégiée par rapport à d'autres, de par l'éducation que j'ai reçue, de par les rencontres que j'ai faites. Ça me donne de l'espoir et ça me donne la force de continuer à porter ces sujets qui sont très, très lourds parfois. Alors, c'est drôle parce que récemment, j'ai assisté à un atelier. En gros, il fallait pitcher en 30 secondes notre projet. Et pour nous aider, l'intervenant, il disait qu'il fallait qu'on ait une image. Il fallait qu'on soit une personne, en fait. Il fallait qu'on ait un rôle. Et moi, on m'a dit que j'étais la meuf qui créait du lien. Donc, je pense que ça rejoint bien la question et que ça confirme qu'il y a quelque chose en termes de connexion humaine. Et moi, c'est simple. En fait, j'ai compris que la plupart des situations qu'on vivait, elles étaient vraiment traversées par beaucoup de personnes. Et j'ai compris une chose, l'intime, c'est universel. Et je l'ai compris aussi récemment en regardant le documentaire Arte Didier Mehdi, qui a été réalisé par Thibaut de Longeville. Et en gros, Didier Mehdi, qui est décédé en 2011, c'est un des pionniers du rap français. C'est un mec du 92 qui a commencé à sampler à partir de rien. En fait, le mec, il a créé des ponts entre les Daft Punk et le 113, qui sont des monuments en fait, du rap français, et des gens que j'aimerais beaucoup avoir sur We Legacy pour leur parler, en fait, pour échanger avec eux sur leur parcours et ce qu'ils voudraient transmettre à notre génération. Mais au-delà de ça, en fait, c'est juste un mec qui a réussi à créer un pont entre des mondes qui ne se côtoyaient pas,
des mondes qui existaient en silo. Et c'est précisément ce que j'essaye de faire. À partir du moment où tu comprends que ce que tu vis, c'est vécu par les autres, certes différemment, mais que l'intime, c'est universel, je pense que ça enlève des barrières et ça facilite en fait l'échange, la transmission, la coexistence. Et c'est ce qui nous manque en fait dans la société. Donc moi, c'est simple. Je me nourris beaucoup des rencontres que je fais. J'adore faire des rencontres comme ça, parler avec des gens. Je sais pas d'où ils sortent, je sais pas ils font quoi dans la vie, mais ça m'apprend des choses et ça me nourrit en fait. Et après, quand j'y repense, ça façonne en fait ma manière de voir le monde. Et on dit souvent qu'on est la somme des gens qu'on côtoie ou qu'on rencontre. Et je pense que c'est vrai. Donc moi, c'est simple. Je vais parler avec des personnes, je vais faire une rencontre, je vais me rendre compte qu'en fait, on a des choses en commun, des héritages culturels, des valeurs. Et à partir de là, en fait, ça va aboutir à des échanges et peut-être à des projets. Et We Legacy, finalement, c'est ça. C'est pour ça que je dis que We Legacy, c'est des conversations. En fait, quand tu vas acheter ta baguette, tu parles avec la boulangère. Et c'est ça, We Legacy, ça part de la parole. C'est ce qu'on a perdu, en fait, la capacité à dialoguer. Aujourd'hui, on s'écoute plus. On parle juste pour répondre et on parle pas en fait, on n'écoute pas, on répond juste pour répondre. On répond pas en solution à quelque chose, juste on répond parce qu'il faut répondre. Et donc, We Legacy, c'est ça, c'est une rencontre à travers laquelle il va ressortir quelque chose de commun et sur lequel on va bâtir, en fait. C'est une fondation sur laquelle on va bâtir. Et comme j'ai mentionné, Didier Mehdi, Thibaut de Langeville, Le 113, Zidane, Diams, c'est des personnes qui ont de commun le fait d'être issus d'une certaine diversité, mais aussi le fait d'être français et d'avoir fait rayonner comme pas possible la France. La France, c'est aussi ça, c'est la somme de ces diversités-là. C'est beau en fait, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on réanime. Alors We Legacy, c'est We Legacy. Legacy, c'est héritage en anglais. Et en gros, We Legacy, c'est l'affirmation de la connaissance et de la reconnaissance de nos héritages. Des héritages qui façonnent la France dans sa diversité et dont on ne parle pas assez. Et je me suis posé la question en grandissant. Et We Legacy, c'était une évidence. Et mon mantra, on ne peut pas savoir où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient. C'est simplement dire que moi, si j'avais pas cherché à comprendre pourquoi je vivais ce que je vivais, d'où je venais, qui j'étais, mes racines, etc., même si c'est pas un travail qui est terminé, mais c'est quelque chose que j'ai initié, j'aurais jamais en fait atterri aux Nations Unies ou ailleurs. J'aurais jamais été engagée et je me serais jamais posé les questions que je me pose et j'aurais peut-être jamais rencontré les personnes que j'ai rencontrées. Donc ça se résume en 3 piliers, en 3 axes structurants pour We Legacy: la connaissance, la reconnaissance et l'appartenance. Ça, c'est 3 choses dont je suis persuadée, c'est que à partir du moment où on connaît, on a le savoir, on peut mieux reconnaître des choses qui existent. Le savoir, ça va être des connaissances, des choses, l'histoire qu'on ne savait pas forcément. La reconnaissance, ça va être le fait de les admettre. C'est le fait d'acter l'existence de ces choses-là, de ces faits-là, de ces vérités-là, de ces héritages-là. Et finalement, quand on connaît, on reconnaît. Et quand on reconnaît, on peut appartenir. Et donc pour moi, le fait de connaître, ça permet de reconnaître. Et le fait de reconnaître, ça permet d'appartenir. Et franchement, connaissance, reconnaissance, appartenance, c'était pas fait exprès. Mais je trouve ça très beau. Et seule la connaissance permet la reconnaissance qui fonde l'appartenance et l'appartenance à la France. Alors, pour être honnête, We Legacy, c'est un projet qui est très jeune, même si c'est une conviction que je porte depuis longtemps et ça fait un moment que je suis engagée. J'ai 26 ans, mais ça fait vraiment un petit moment maintenant que je suis engagée et que j'agis sur ces questions-là. Je pense que les rencontres que je fais et les retours qu'on me fait quand je prends la parole, ça traduit vraiment à mon échelle l'impact que j'ai envie d'avoir. Mais à ce moment-là, We Legacy n'existait pas sous cette forme-là, donc je ne vais pas tricher. Donc honnêtement, aujourd'hui, We Legacy, c'est un projet associatif pour fédérer le maximum de personnes, pour faire du personnel un projet collectif. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore concrétisé d'action culturelle comme on l'ambitionne, mais c'est en cours. Par contre, sur les retours qu'on a eus, que le podcast existe, donc les conversations, sous 2 formats, les formats solo, où c'est moi qui décrypte en fait une actualité ou une notion sous le prisme de l'héritage, et les formats de convo, on a eu déjà des retours. Donc il y a 2 épisodes solo qui sont en ligne et 1 épisode convo. J'ai fait un premier épisode solo sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en expliquant ce que c'était. Donc c'était un projet panafricain en réaction au colonialisme. Aujourd'hui, c'est devenu une part de l'identité des personnes issues d'une double culture. Et j'ai fait un 2e épisode solo sur le Super Bowl, donc la prestation de Bad Bunny, premier artiste qui performe pendant le Super Bowl en espagnol, qui ramène tous les drapeaux, toute l'histoire coloniale états-unienne, la domination sur Porto Rico, le drapeau martiniquais qu'on a vu en fait s'élever et toute la fierté que ça implique. Et l'épisode que j'ai fait en conversation, c'est une amie à moi, une autrice qui est devenue amie à moi, qui s'appelle Audrey Mafuta Bamsimba et qui a novélisé le film Ni chaîne ni maître, qui est le premier film français qui
qui parle du marronnage. Le marronnage qui est la fuite des esclaves des plantations. Donc c'est quelque chose qu'on n'étudie pas forcément à l'école. Voilà, on étudie dans les grandes lignes l'esclavage, mais pas le marronnage. Et donc par rapport à ces 3 thèmes-là, ces 3 épisodes-là, j'ai eu une multitude de retours par écrit ou de personnes qui avaient écouté le podcast que je connais ou pas, qui m'ont dit mais incroyable, j'ai appris tellement de choses en 10 minutes, en 20 minutes, sur l'histoire de Porto Rico, sur la culture, sur la performance de Bad Bunny, sur ce que ça signifie. Et c'est là où je me dis en fait, We Legacy a tout son sens et We Legacy a toute sa légitimité en fait. Et c'est ce que je veux continuer à créer. Donc des retours, on en a eu. Et ça confirme juste le fait que c'est des sujets qui touchent les gens. Et je pense que l'héritage, c'est une notion qui est tellement universelle. Il faut absolument qu'on continue à porter le projet, à le développer et à le rendre le plus accessible possible. Après avoir rencontré le président de la République française, Emmanuel Macron, et avoir étroitement collaboré avec des figures ministérielles comme Elisabeth Borne, Pape Ndiaye, Thani Mohamed Sohaili ou encore Najat Vallaud-Belkacem, j'ai compris qu'il fallait absolument que je recrée ces conversations avec ceux qui incarnent le mieux la richesse de la diversité française. Il s'agisse du domaine musical, avec des figures comme Aya Nakamura qui performe aux côtés de la garde républicaine, ou encore Zinedine Zidane, héritier de l'immigration algérienne, qui permet à la France de décrocher sa première étoile en 98, ou dernièrement Bali Bagayoko, enfant de Saint-Denis, qui prouve que le spectre politique est assez large pour inclure les héritiers de l'histoire française. Une histoire qu'on raconte pas, qu'on stigmatise, mais c'est avec eux qu'il faut qu'on crée ces conversations-là et qu'on s'adresse aux jeunes, à la jeune génération, pour qu'elle sache et comprenne qu'elle est totalement apte et capable de se projeter et de prendre son rôle dans la société, que la société française est la sienne et qu'elle est parfaitement légitime. J'aurais tellement de choses à dire à la jeune génération, aux personnes qui m'écoutent, à toi qui m'écoutes, je te dirais de te lancer, d'y croire et d'y aller. La société dans laquelle on vit, le regard des autres, les représentations nous limitent tellement déjà qu'il serait dommage que tu te limites toi-même. Alors affranchis-toi des limites et va aussi loin que tu peux aller. We Legacy a plusieurs ambitions, dont celle de devenir une référence sur les questions de culture et diversité en France. Qu'importe le format qu'on prenne, qu'il s'agisse d'une émission ou d'un événement, We Legacy, c'est avant tout un esprit et la conviction que pour savoir où l'on va, pour prendre et comprendre son rôle dans la société, il faut absolument savoir d'où l'on vient.